Guten Abend, willkommen, bonsoir, bienvenue dans ce 717e numéro d'Arte Reportage. Merci de nous rejoindre. Aujourd'hui, émission entièrement consacrée à l'Irak. En seconde partie de l'émission, nous irons en terre kurde à la rencontre des Yézidis. Les représentants de cette minorité ethnico-religieuse ont été tués, violés, torturés par les membres de l'État islamique. Nombre d'enfants et de femmes sont toujours prisonniers de Daesh. Une fois extraits des geôles islamistes, ils racontent l'horreur qu'ils ont vécue. Comment ils vous frappaient? Avec une ceinture. Ils vous fouettaient? Oui, suspendu à l'envers. Ils faisaient comment? Ils nous fouettaient les pieds. Est-ce que tu as combattu? Oui, Est-ce qu'ils ont réussi à te changer? À te convaincre de tuer les Yézidis? oui. Je vous le disais tout à l'heure, ce numéro d'Arte Reportage est entièrement consacré à l'Irak, pays que l'on présente souvent comme partagé entre les seuls sunnites et chiites. Mais l'Irak compte des adeptes d'autres religions. Il y a parmi eux des chrétiens, mais aussi des Yézidis. Il est peu de dire que cette dernière minorité a subi, et de quelle façon, la folie de Daesh. L'État islamique a tout fait pour convertir ses adeptes, les viols, les tortures répétées et, en cas de refus durable, les balles dans la nuque. Aujourd'hui, on estime à 2000 le nombre de Yézidis toujours portés disparus. Là de constater que les autorités de Bagdad rechignent à les aider, les membres de ce groupe ethnico-religieux martyr se mobilisent. Reportage Chloé Raymond de Découpage. Tous les 2 ou 3 jours, je viens ici. Ça me fait du bien. Ici, je sens l'odeur de ma famille. Même en plein hiver, je reviens dans cette maison parce que cela m'apaise. Tout est complètement détruit, mais je m'y sens bien. S'il fait chaud, je peux même y passer la nuit. Cela m'arrive l'été de dormir sur le toit de cette chambre. Je suis devant vous, là, ça va. Mais quand je suis tout seul, j'ai beaucoup de peine. Daesh a pris mes rêves, mes frères, mon fils. Ils ont détruit ma grande maison. Ils ont kidnappé les femmes et les jeunes filles. Ils les ont violées. Ils ont pris notre honneur. C'était une maison vivante. Il y avait toujours du monde dans la cuisine, dans le jardin. Regardez maintenant. Il n'y a plus personne. La vie d'Edriss a basculé le 3 août 2014. Dans ce village de Kocho, situé au nord de l'Irak, à quelques kilomètres de la frontière avec la Syrie, une vingtaine de djihadistes du groupe État islamique surprend les habitants au petit matin. Ils les séquestrent avant de leur imposer un ultimatum: se convertir à l'islam ou mourir. Tous sont yézidis, une minorité religieuse. Tous refusent de céder à l'ultimatum. Les femmes et les enfants se font kidnapper. Les hommes, eux, sont abattus à bout portant. Leurs corps sont jetés dans des fosses communes. 5 ans après, les enquêteurs de l'ONU cherchent ces corps pour la première fois. Le village fantôme de Kocho est désormais une scène de crime, où chaque ossement retrouvé, chaque munition, pourra servir de preuve et documenter un génocide qui ne dit pas encore son nom.
Aujourd'hui, si les yézidis sortent de l'oubli, c'est en partie grâce à Nadia Mourad. Les djihadistes ont fait d'elle une sabaya, une esclave sexuelle. Vendue 13 fois sur le marché aux femmes, elle a réussi à s'échapper. Laisse-moi passer, s'il te plaît. Écoute-moi, je suis l'un des rescapés du massacre. Laisse-le passer. Devenue prix Nobel de la paix en 2018, Nadia Mourad est la voix des yézidis sur la scène internationale. Les victimes qui sont dans ces fosses communes étaient encerclées par les djihadistes de Daesh pendant plus de 10 jours. Elles demandaient de l'aide à tout le monde pour empêcher ce massacre. Mais malheureusement, personne ne les a entendues. Il n'y a eu aucune volonté d'empêcher ce génocide. Ce génocide, ces fosses communes et ces destructions sont le résultat de la sauvagerie de Daesh. Mais c'est aussi le résultat de la trahison. Oui, je le dis franchement, les autorités ne nous ont pas protégés. Daesh n'a fait de nous qu'une bouchée, dont le résultat fut un nettoyage ethnique. Ce sont les habitants de Kocho. Ils ont tous été tués ici. Celui-là aussi a perdu toute sa famille. Elle a été effacée. Il ne reste personne. Tous ont été tués. Les membres de cette autre famille sont tous prisonniers de Daesh en Syrie. Ces enfants ont été séparés de leur maman. Celui-là était parmi 12 enfants qui ont tous été tués avec les vieilles femmes. Le village de Kocho a payé le plus lourd tribut. Mais dans toute la région du Sinjar, ce sont plus de 3000 yézidis qui ont été assassinés, 6800 ont été enlevés. Edriss, lui, a perdu 9 membres de sa famille. 2 autres sont encore portés disparus. C'est la liste de tous les djihadistes qui ont massacré notre village. Abu Hamza et les autres vivaient dans les villages voisins. On se croisait presque tous les jours. Ils ont participé au nettoyage ethnique contre nous. J'ai noté 17 personnes au total. Si je me vengeais avec ma main, je serais comme eux. Il y a la loi, la justice, les tribunaux et les gouvernements. En donnant cette liste à la justice, je me venge à ma façon. Ces criminels ne devraient pas être libres de circuler. Puisque j'ai survécu, ils ne seront pas tranquilles un seul jour. Les informations d'Edriss ont été vérifiées et enregistrées ici, à la commission d'enquête et de collecte de preuves de Dohuk, au Kurdistan irakien. Hussam Mohamed Hussein est le responsable du département des données. Ils ne sont qu'une vingtaine d'employés à enquêter sur le génocide des Yézidis. Leur tâche est colossale.
Nous avons des cas avec un seul crime par famille, d'autres cas avec 2, voire même 16 crimes. Par exemple, une personne peut n'avoir qu'un membre de sa famille disparu, et une autre personne peut en avoir 40. On garde tous les dossiers aux archives, absolument tous les dossiers. Et si un jour, un tribunal international les réclame, nous serons en mesure de leur mettre à disposition. Dans ces casiers, plus de 3000 dossiers attendent que la justice fasse son devoir. Qu'elle donne un nom aux martyrs des Yézidis. Mais les djihadistes de Daesh seront-ils un jour jugés à la hauteur de leurs crimes? En Irak, on est face à un vide juridique. Pour l'instant, on est incapable de juger ces crimes à dimension internationale. Génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Selon moi, seuls ces chefs d'inculpation peuvent rendre justice aux victimes. Sans ça, je ne pense pas que juger les coupables pour terrorisme soit suffisant pour les victimes et leurs familles. En attendant, la plupart des djihadistes sont libres. Privés de leur territoire depuis la chute du califat, ils vivent cachés avec leurs familles dans les montagnes et les zones désertiques de la région. Les Yézidis restent leurs prisonniers. Ils sont plus de 2000 à être encore portés disparus. Mais certains arrivent à s'échapper. Ils trouvent refuge à Dohuk, la ville kurde la plus proche. Depuis 5 ans, ils défilent au compte-gouttes dans ce bâtiment, le bureau de sauvetage des personnes enlevées. Après des années de captivité, les otages retrouvent ici leur identité. Des femmes de ma famille viennent d'être libérées. Elles sont là pour s'enregistrer. Est-ce qu'elles ont été convoquées ici? Non, elles viennent d'être libérées. Sa sœur aussi vient d'être libérée. Moi, je n'ai pas de dossier. Je peux quand même rester? Leur remettre des papiers n'est pas suffisant. C'est pas assez. Ils ont besoin de plus pour démarrer une nouvelle vie, pour recommencer à zéro. Il faudrait, par exemple, plus de centres pour les soigner. Les otages qui arrivent ici sont traumatisés. Ils ont de lourds problèmes physiques et psychologiques. Parmi les rescapés, beaucoup de femmes, mais aussi des adolescents. Des garçons à qui on a inculqué la haine de leur terre, de leur religion et de leur langue. Timan est le neveu d'Edris. Il a 15 ans. La dernière fois qu'il a vu son oncle, il en avait 10. Il revient de Syrie, où il a été relâché suite à la déroute des djihadistes. Ce matin, il a rendez-vous avec un employé du bureau de sauvetage pour se faire enregistrer. Tu es rentré quand? Depuis 5 ou 6 jours. Tu es le bienvenu. T'es en forme? Ça va? Tu manges bien? Tu dors bien? C'est quoi ton nom entier? C'était quoi ton nom de djihadiste? Abou Bakr. Tu as passé combien de temps dans le camp d'entraînement? 6 mois. Et tu t'es entraîné à quoi? Au sport, à la Kalachnikov et à la mitraillette. Combien de chapitres du Coran tu connais par cœur? 5. Amma, Tabarak, 4 Samia, ou l'Anfal, et la sourate de Mohammed. Comment ils vous frappaient? Avec une ceinture. Ils vous fouettaient? Oui, suspendu à l'envers.
Il faisait comment? Il nous fouettait les pieds. Est-ce que tu as combattu? Oui, À l'aéroport de Palmyre? non, dans le désert. Combien de fois tu es allé au combat? Une seule fois. Tu avais quelle arme? Une Kalachnikov. Et tu avais des munitions? 6 chargeurs. Est-ce qu'ils ont réussi à te changer? À te convaincre de tuer les yézidis? Oui. Toi qui es sur le terrain, tu as des nouvelles de la fille? On travaille sur son cas. J'ai donné son nom à 2 personnes et elles cherchent. Ok. Et la maman, avec les 4 enfants, tu l'as trouvée ou pas encore? Je la cherche toujours. D'accord. Mais il me faut une adresse précise, tu comprends? Je ne peux pas te donner une adresse précise. D'accord. Je te donne ce qu'elle m'a décrit. Edris s'est improvisé sauveur d'otages au lendemain du massacre de Kocho. Année après année, il s'est construit un réseau d'espions, vivant au contact des djihadistes. Il a déjà fait libérer 216 yézidis. Quand l'otage essaie de me dire où elle se trouve, je lui demande de décrire ce qu'il y a en face de la maison. La maison est à combien de mètres ou kilomètres de la route? Est-ce qu'il y a une mosquée ou une école à côté de la maison? Ainsi, le passeur finit par repérer la maison et peut s'en approcher discrètement. Je préviens l'otage au téléphone pour qu'elle sorte dans la rue et je lui dis « Il y a un monsieur qui va passer à côté de toi. Tu dois lui dire un seul mot. Edris. » À ce moment-là, tu le suis de loin à 200 ou 300 mètres. Tu ne le perds pas de vue. Tu restes derrière lui avec tes enfants si tu les as. Et quand finalement tu arrives dans un coin isolé, loin de la maison du djihadiste, tu peux aller lui parler et il te dira comment organiser l'évasion. Il te dira « Viens à telle heure, à tel endroit, et je te prendrai en voiture. » Les otages libérés atterrissent pour la plupart au camp Kadia, l'un des principaux terrains d'accueil des yézidis, situé au Kurdistan irakien, à la frontière avec la Turquie. Plus de 14 000 réfugiés vivent ici. Seuls les camps assurent aux yézidis une relative sécurité et les moyens de survivre. Impossible pour l'instant de rentrer chez eux, trop dangereux. La région du Sinjar est une zone stratégique et riche en pétrole, convoitée par des milices et l'armée irakienne. Je pense à mes parents, surtout mon père. Il m'encourageait à étudier, à faire des activités. Il me disait « Concentre-toi sur ce qui est bon pour toi et éloigne-toi des choses inutiles. » Dans la vie, on a tous quelque chose qui nous hante, quelque chose qu'on voudrait oublier. Est-ce que tu serais d'accord pour dessiner ce qui te hante, ce que tu veux sortir de ta tête? Charla a été libérée par Edris il y a presque 2 ans. Elle avait à peine 11 ans quand elle a été kidnappée. Son père est mort à Kocho,
2 de ses frères et sœurs sont encore portés disparus. Pendant plus d'1 an, elle est restée mutique. Mais depuis quelques semaines, elle accepte de se livrer à la psychologue qui l'accompagne. C'est fini? Allez, on va en parler. C'est qui? J'étais chez ce djihadiste. Il avait des cheveux noirs, des yeux bleus et des sandales noires et un anneau à la main droite. Quand j'ai été achetée par cette famille, ils me frappaient. Ils ont fracassé ma tête et ils ont brûlé mon bras. Ils me frappaient encore et encore. Pourquoi? Sa femme ne supportait pas qu'il dorme avec moi. Je lui disais que je ne choisissais pas, que je n'y étais pour rien. Vous étiez combien? Moi et 3 copines. Moi pour lui, Abu Djihad, et les autres filles pour les autres djihadistes. Après, il m'a vendu à un autre djihadiste qui s'appelait Abu Bara. Aujourd'hui, on a parlé d'Abu Djihad. La séance d'après, on parlera de Abu Bara. Sharla a été vendue 8 fois au cours des 3 ans de sa captivité. Sur la route qui mène au temple de la Lèche, le sanctuaire des Yézidis, ils sont toujours plus nombreux, depuis le début du génocide, à se rassembler pour fêter leur nouvel an. Cette année, Sharla s'y rend accompagnée de sa mère. Retenue elle aussi en otage en Syrie, elle vient d'être libérée. J'ai enfin retrouvé ma mère et ma sœur, un de mes 2 frères et mes cousins. Être de nouveau avec ma famille, ça me rend heureuse et ça me donne de la force. Que la source blanche te bénisse, qu'elle te protège, qu'elle te donne une longue vie. Que la source blanche te bénisse, qu'elle te protège, qu'elle te donne une longue vie. Selon la tradition, les femmes coupables d'avoir eu des relations sexuelles avec des non-yézidis sont condamnées à mort. Mais cette fois, face à l'ampleur de la tragédie, les autorités religieuses ont décidé de les épargner, et même de les élever au rang de saintes. Le retour de ces femmes est un événement historique, et c'est un bouleversement dans l'histoire des Yézidis. Elles ont déjà été baptisées dans leur enfance, mais cette fois c'est pour les débarrasser de la saleté de Daesh. C'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est leur renaissance. Moi, je n'ai pas peur de la mort. Donc, je n'ai pas peur des djihadistes. Pour eux, je suis l'infidèle qui kidnappe leurs esclaves. Ils ont tout fait pour m'arrêter, moi le mécréant. Ils m'ont même envoyé des menaces et des photos de moi. Mais je m'en fiche. Pour se venger, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tu ne reverras jamais ta fille.
Pour moi, c'est comme s'ils l'avaient kidnappé une deuxième fois. Depuis ce jour, ils ont l'impression d'avoir un trésor entre les mains. Et tu sais ce que c'est ce trésor? C'est ma fille. Et aujourd'hui encore, ce trésor est toujours prisonnier. Toujours. Pour Edriss, le combat continue, mais il ne pourra pas revenir vivre à Kocho. Les djihadistes ont caché des mines sous les décombres pour empêcher tout retour des habitants sur leurs terres. Daesh a été chassé du village, mais sa menace plane toujours sur les Yézidis.